Des services. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Une administration offrant des services publics de qualité à la société et qui participe de manière permanente au renforcement de la puissance de l'État. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, aujourd'hui nous allons parler des choses beaucoup plus importantes par rapport à ce séminaire de formation que le président de la République a initié pour les membres du gouvernement. Mais nous faisons la même chose en nous attendant à des résultats différents. Le président de la République, dans son mandat passé, il a commis des erreurs. C'est pas moi qui l'ai dit, lui-même l'a reconnu. Le président de la République avait demandé qu'il va évaluer les gouverneurs des provinces tous les 3 mois. Ça n'a jamais été fait. Et les services du président n'ont jamais initié ces contrôles pour que les gouverneurs soient contrôlés. Et le président de la République avait également dit que ce sera une gestion basée sur les résultats. En ce qui concerne les ministres du gouvernement, Ilukamba, nous n'avons pas vu les résultats par rapport à l'évaluation de ceux qui travaillent, surtout ceux qui ont en charge l'action gouvernementale. Nous n'avons pas vu l'évaluation. Tant qu'il n'y a pas évaluation de ceux qui travaillent, on ne peut pas dire si oui ou non ils ont bien travaillé ou ils ont accompli leurs objectifs. Le séminaire des formations que le président a initié permet d'augmenter les compétences des ministres, améliorer la gouvernance comme lui-même l'a bien signalé et surtout améliorer aussi les réseautages entre les membres du gouvernement en ce qui concerne les projets transversaux. Ça, c'est extrêmement important pour les membres des mêmes gouvernements qu'ils aient une meilleure collaboration lorsqu'il s'agit des projets transversaux. Ça veut dire des projets qui touchent un ministère ou 3 ministères à la fois. Et tous ces ministères, l'action gouvernementale, presque tous les projets sont transversaux parce que il faut que l'argent soit décaissé par le ministère des Finances. Il faut peut-être pour certains projets, en ce qui concerne les infrastructures, que le ministère de l'Environnement vérifie si le projet d'infrastructure respecte les conditions. Donc, la plupart des projets gouvernementaux sont transversaux. Les ministres doivent être outillés par rapport à la compréhension de comment collaborer, comment apporter la performance dans tout ce qui concerne les projets transversaux. Mais comment évaluer les ministres? C'est ça la grande question. Tant que ceux qui travaillent ne sont pas évalués, on ne peut pas s'attendre à des résultats. On ne peut pas s'attendre à des résultats. Alors, pour cela, le premier critère pour l'évaluation des ministres les ministres devraient être évalués par rapport à leur performance et par rapport aux résultats obtenus.
J'ai suivi le discours d'investiture du Premier ministre où elle a présenté son programme. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Mais ce que je n'ai pas suivi, c'est les lettres, les mandats que la première ministre a confiés à chaque ministère. Ces informations devraient être publiques. Les mandats ressemblent un peu à cette feuille de route que la première ministre donne à chaque ministre avec des objectifs et des résultats attendus. Et l'absence de cette feuille de route fait en sorte que, même nous qui analysons de l'extérieur, il est pour nous difficile d'évaluer si tel ministre, tel autre a réussi son action ou il est en train de distraire le peuple congolais. On est parfois dur envers les ministres, parfois à tort, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est attendu de lui, qu'est-ce qui lui avait été confié comme mission par la première ministre. Les lettres des mandats de ces ministres devraient aussi être publiques, à mon avis. Pas seulement savoir que lui, il s'occupe de l'intérieur, quelles sont les attributions, quelles sont les spécifications techniques correspondant au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on attend de lui concrètement? Qu'est-ce que la première ministre attend de lui concrètement? C'est la première ministre qui dit, qui confie les responsabilités à chaque ministre. Tant qu'il n'existe pas une feuille de route, un mandat clair pour un ministre, il est donc difficile d'évaluer la performance de ce ministre-là. Donc, c'est pourquoi, en plus de ces séminaires de formation, les ministres devraient être dotés d'un mandat, d'une feuille de route. C'est ainsi qu'à partir de cette feuille de route, on pouvait facilement évaluer les performances et les résultats. Mais pour pouvoir évaluer les performances et les résultats, Bandeko, il faut que les objectifs et les indicateurs de performance soient aussi clairs. Soient aussi clairs. Pour ceux qui font les évaluations des programmes, ils savent que pour faire une évaluation d'un programme, vous devez donner des objectifs et vous devez également trouver des indicateurs de performance. Et ces indicateurs vont vous permettre de mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs qui avaient été préalablement fixés dans le plan ou dans le projet par la première ministre. Donc, tant qu'il n'y a pas ces indicateurs de performance,
il est difficile de juger l'action des ministres. Je prends un cas concret pour illustrer mes propos. À la DGI, Direction Générale des Impôts, on leur assigne, vous savez, ce mois, vous devez atteindre un chiffre d'affaires de 1 million de francs, 1 milliard de francs congolais. Il y a un indicateur. L'indicateur, c'est le 1 milliard. Parce qu'il y a une différence, Pandeko. Il y a une différence entre des critères et des indicateurs. Parce qu'on peut demander à la Direction Générale des Impôts, vous devez augmenter vos recettes. Ça, c'est un critère. Donc, les gens des impôts vont travailler à l'augmentation de leurs recettes, des recettes. Alors, comment vas-tu véritablement juger s'ils ont atteint les objectifs que tu leur as assignés? Le mois passé, il avait un chiffre de 10 millions. Le mois suivant, ils ont fait 10 millions 500. Oui. Comment tu vas les juger? Parce que ton critère a été atteint. Le critère était que augmenter les recettes. Ils ont augmenté les recettes. Ils sont passés de 10 millions à 10 millions 500. Ils ont augmenté les recettes. Mais lorsque on veut faire une évaluation objective, on donne des indicateurs. On vous dit, ce mois, l'augmentation, vous devez faire une augmentation de 15 ou bien de 50%. 50%, ça veut dire quoi? Si vous avez fait 10 millions, vous devez le mois prochain faire 15 millions. Et c'est ça l'indicateur qui va permettre d'évaluer, dire que ils ont respecté, ils ont atteint la performance par rapport à cet indicateur que vous leur avez donc assigné, que vous leur avez donné. C'est la même chose avec les membres du gouvernement. Tant qu'il n'y a pas des indicateurs précis, l'évaluation des ministres va toujours poser problème et ce pays-là va toujours patauger. Parce que chaque ministre qui va venir, il va faire ce qu'il veut, il va jamais atteindre les indicateurs qui lui avaient été fixés par le Premier ministre dans sa lettre de mandat. On peut aussi juger la performance par rapport à l'efficacité des politiques publiques. Évaluer quel est l'impact des politiques qui ont été mises en œuvre par le ministre. On peut aussi quantifier les projets réalisés, complétés et impartis dans le délai. Tu dois faire tel projet, tel projet, tel projet, dans tel délai, dans tel délai. Et après le temps imparti, on peut ainsi évaluer le projet. Ici, je ne parle pas de l'évaluation des paramètres techniques. Cette évaluation, c'est supposer que tous les paramètres techniques sont maîtrisés et sont aussi contrôlés, etc. Donc, dans un premier temps, moi, je souhaiterais que nos ministres soient évalués par rapport à leur performance et par rapport aux résultats attendus. Et ce critère d'évaluation doit être accompagné des indicateurs bien spécifiques. Et en deuxième lieu, pour pouvoir bien évaluer, il faudra de la transparence et de la redevabilité. Les fonds publics, les ministres ne gèrent pas leurs propres fonds, ce sont les fonds publics. Comment ces fonds publics qui ont été mis à leur disposition ont été gérés? Et c'est cette transparence-là qui doit transparaître. L'information dans l'utilisation des fonds publics devrait être publique, sauf des domaines un peu de secret défense, etc. On devrait connaître, en tel ministère, on a alloué tel montant d'argent pour telle chose. Cette gestion-là devait être transparente. Donc, on doit aussi évaluer par rapport à la transparence et à la redevabilité. L'accès à l'information, les réponses aux requêtes et aux audits. Les audits doivent être organisés régulièrement
par des cabinets indépendants. Les audits doivent être réalisés. Et les rapports des audits, c'est des rapports qui restent. En vertu du principe de continuité de l'État, normalement, un ministère X devrait être déjà audité et ces rapports sont consultables par ceux qui viennent après. C'est pas le cas chez nous. C'est comme si chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on recommence à zéro. Et en même temps, on parle de continuité de l'État. Vous avez vu l'affaire de Lampadaire. Là, Nicolas Kazadi a payé en vertu du principe de continuité du gouvernement. Là, il y a un problème. Mais dans d'autres aspects, il n'y a pas de principe de continuité de l'État. Et en troisième lieu, la gouvernance et le leadership. Les ministres doivent être évalués aussi en termes de leur leadership, en termes de leur vision. Le ministre, c'est celui qui conduit la politique de son ministère. Il doit avoir la capacité à inspirer, à diriger ses équipes pour la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés par la Première ministre. Le ministre doit aussi être quelqu'un qui sait prendre des décisions après l'évaluation, après un jugement, avoir la qualité et la rapidité des décisions prises et l'alignement avec les priorités nationales. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Une administration offrant des services publics de qualité à la société et qui participe de manière permanente au renforcement de la puissance de l'État. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté de nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. En attendant la clôture des dites actions disciplinaires, ainsi ouvertes, et les suites qui leur seront respectivement réservées, les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents
revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Et plusieurs chefs de division sont également concernés, essentiellement en province. Nous redresserons notre administration publique dans l'équité, dans la justice, mais aussi dans la fermeté. La même fermeté sera démise dans le processus de titularisation et des promotions en grade. Il en sera désormais de même de la mécanisation des agents qui devra se faire dans la transparence, la justice et l'équité, ainsi que je l'avais indiqué dans ma dernière circulaire en la matière. Je serai donc implacable et ma main ne tremblera pas pour sanctionner tous ceux qui, dans les propositions de choix, feront preuve de témérité, de subjectivité et de violations intentionnelles des critères objectifs rappelés dans mes circulaires. Tous ceux qui doivent être titularisés, promus et mécanisés doivent l'être en toute objectivité, très loin des antivaleurs du passé. C'est aussi cela, l'administration intègre, juste et impartiale que le gouvernement de la République, sous la coordination du Premier ministre, voudrait absolument mettre en place, suivant les caps fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La loi est dure, mais c'est là. C'est aussi une qualité des ministres qui doit être évaluée en fonction de sa qualité de prise de décision. Dès que nous voyons le phénomène Koulouna, est-ce que ce phénomène devrait revenir au Congo chaque fois qu'on change de ministre? On devrait prendre des décisions pour mettre fin définitivement à ce phénomène. On voit les Mobondo, des conflits parcellaires qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution durable. On ne voit pas cette histoire-là dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on vous dit que nos cours de tribunaux sont remplis de dossiers Yabamapango. Pourquoi? Parce que le ministre qui passe est en fonction, le ministre de la Justice, Affaires foncières, il laisse des problèmes entiers. Comment on acquiert une parcelle en République démocratique du Congo? Ça doit être clair. Et cette affaire doit se terminer par une bonne prise de décision par un ministre. Résoudre cette question de manière définitive pour qu'il n'y ait plus de questions de parcelles. Et ça, c'est un projet transversal qui doit discuter avec le ministre de l'Habitat. Ça doit discuter avec le ministre de l'Intérieur. Nabalabala moko, ma pango zaye na ba numéroté. Pourquoi? Parce que les gens ont vendu. Les gens ont vendu moitié à Lupango. Kuna na cadastre des ordres structurels. Pandeko ezapasi. Ezapasi. Na modèle. Et on doit évaluer les ministres en rapport avec leur réactivité et la gestion des crises. On doit également évaluer les ministres en fonction de leur collaboration et leur coordination interne. Comment les ministres collaborent en ce qui concerne les projets interministériels. Et je termine par dire que les évaluations, c'est bien, on doit évaluer. Mais comment évaluer? Quelles sont les méthodes pour évaluer ces ministres? La première méthode, selon le cabinet du Premier ministre, il doit y avoir des rapports périodiques. Les ministres doivent soumettre régulièrement des rapports périodiques. Parce que regardez, Bandeko, le conseil des ministres se tient
Le président de la République demande un rapport pour recenser tous les ONG qui opèrent en République démocratique du Congo. Il s'écoule des années sans que ces rapports ne soient donnés, redonnés au président de la République. Nous avons des inspecteurs du travail dans notre pays. Nous savons combien d'entreprises il y a. Combien d'étrangers travaillent à base de contrats dans les entreprises. Est-ce que ça doit prendre 60 jours? Est-ce que ça doit prendre 60 jours? Non. Parce qu'il y a des inspecteurs du travail, parce qu'il y a des mécanismes. Il y a des entreprises qui emploient ces employés-là, qui doivent transmettre ces rapports. Malheureusement, il n'y a pas de rapports périodiques qui sont transmis. Et du coup, la gouvernance devient très difficile. On doit aussi, pour pouvoir mieux évaluer, introduire des audits indépendants. On doit introduire des enquêtes de satisfaction auprès des concernés. On doit faire la revue des performances. Revue des performances périodiquement. À chaque conseil des ministres, on devrait d'abord faire, quand on dit relever les décisions, ce qui a été décidé, est-ce que ça a été effectué? Parce que nous voyons tous les conseils des ministres, il y a des décisions, il y a des recommandations, mais est-ce qu'il y a un suivi? À un moment donné, ça ne sert même pas de prendre des décisions. Parce qu'il n'y a jamais de suivi, il n'y a jamais d'évaluation. C'est pourquoi il est difficile que le pays fasse des bonds en avant. Le pays patauge. Bureau technique de contrôle qui sont chargés de réceptionner il y a balabala. Balabala yo c'est Kinshasa ezali malamu te. Pendant que nous avons des bureaux techniques, pendant que Banzelawana ont coûté des millions aux contribuables congolais, il n'y a pas longtemps, balabala moko wana et baby, il n'y a pas, personne ne rend des comptes. Personne ne rend des comptes. Et on veut que Mboka est bon. Commencez, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, par évaluer ceux qui travaillent. Et lorsque les résultats ne sont pas concluants par rapport aux objectifs assignés, mais on devrait voir des limogeages à la fonction publique. On devrait voir des limogeages dans des agences gouvernementales parce que les gens ne font pas leur travail. Mais ce n'est pas c'est à quoi nous assistons. Et nous assistons à un phénomène qui ressemble vraiment à la plaisanterie au sommet de l'État. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 5 années après, on sera encore à la case de départ où il y aura un gouvernement, où il y aura des séminaires de formation. Et notre pays, comme nous sommes stratégiquement convoités, avec la guerre qu'on nous mène à l'Est, nous n'allons toujours pas nous en sortir. Encore une fois, Bandeko, partagez nos vidéos et Tokutani Balasima. Merci et bye bye. Ouais, Babi Awesika, information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, Chenegito Kona Taya, Babebe Nzambeya. Image Gito Kona formé ya Congo, Basakolanda, Chebango Basalirie, Yo, Lalele, Bolokena Leli, Nzambea Batela Yoe, Pierre Moulumba na Ebio, Koko Mako, Wereus.